Chers amis téléspectateurs, merci infiniment de votre fidélité sans cesse renouvelée à votre chaîne préférée Afro Web TV. Moïse Agbenyegan, c'est moi et c'est mon nom. Je m'honore encore une fois de votre présence en ligne. La moindre des choses que je peux vous demander pour cette émission, c'est de la partager avec les uns les autres, puisque nous allons aborder des thématiques qui vous intéressent. Et comme chaque samedi, nous avons des invités de marque, des surdoués à la matière qui feront gros plan sur des sujets qui vous intéressent. Et permettez-moi encore une fois de les remercier pour leur temps, puisqu'on on a l'honneur et le privilège d'être avec deux avocats aujourd'hui dignes de ce nom qui nous honore de leur présence en ligne. Et je suis très honoré de leur présence. Chers amis téléspectateurs, nous aborderons les dessous des accords et enjeux des élections et nous irons également pour parler donc des défis et des inconvénients du régime parlementaire qui est en vogue aujourd'hui dans plusieurs pays. Et nécessairement, nous aborderons le cas du Togo. Et vous aurez compris que dans cette émission, nous aurons abordé des cas d'espèce des pays africains par rapport à ces thématiques qui vous intéressent aussi. Mais bien avant donc d'aborder toute cette thématique, j'aurai le privilège de vous présenter nos invités de ce jour qui sont déjà prêts pour nous aider. Alors, nous avons le privilège de recevoir dans notre émission aujourd'hui Maître Alexis Iou. Vous êtes avocat au barreau de Lille et acteur politique. Maître, bonjour, comment est-ce que vous allez? Oui, bonjour, Monsieur Abenigan. Merci de m'avoir invité. C'est vrai que ça fait un moment que je ne suis pas venu à votre antenne. C'est un plaisir de m'inviter ce soir pour parler de choses qui nous concernent. Sinon, je vais bien. Je vais comme un Togolais. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, par Duplessis, depuis l'Europe aussi, nous avons Maître Stanley et Pierre Stanley Perreno. Vous êtes avocat au barreau de Paris et expert en intelligence économique. Merci d'avoir accepté notre invitation, Maître Perreno. Merci beaucoup, Moïse, pour cette invitation. Et encore une fois, je tiens à vous féliciter pour votre implication parce que vous nous invitez à émettre notre avis et notre analyse sur ce qui concerne notre continent. Et on sait aujourd'hui combien ce continent a besoin de ces espaces de réflexion pour pouvoir aller de l'avant et ne pas rater ce nouveau carrefour qui s'offre à l'Afrique et qui permettra à nous-mêmes, mais aussi aux générations futures, de dessiner un nouveau paradigme pour notre continent et nos peuples. Merci beaucoup et bonjour à tous les spectateurs et téléspectatrices. Merci maître d'être avec nous pour cette émission. Alors, chose promise, chose due, le politique aurait-il donc perdu de l'intérêt dans l'analyse des modalités de mise en œuvre des actes juridiques? Nous constatons qu'à chaque fois, les pays africains font des accords entre partis politiques dans nos pays africains, justement, et aussi avec des pays, de d'autres continents. On va aller également donc dans le méandre donc de ces sujets aujourd'hui. Ma première question pour vous, on aura à vous poser la question de savoir quels sont véritablement les bases juridiques sur lesquelles nous devons faire des accords avec entre partis politiques pour le bonheur donc des populations. Maître Alexis Iou. Oui, merci, Monsieur Abeniga. Je crois que quand on parle d'accord, on parle d'abord de contrat. Et lorsqu'on veut conclure un contrat avec des gens, il faut savoir avec qui on passe un contrat. Et ensuite, dans quelles conditions on passe ce contrat. Et enfin, comment pourra-t-on exécuter ce type de contrat-là? Pour les partis politiques en général, dans les pays africains, en général, il y a très peu de systèmes, il n'y a pas beaucoup de systèmes parlementaires, parce que c'est dans les systèmes de régime parlementaire que les partis politiques sont amenés à passer des accords. Et comme ce n'est pas le cas en Afrique, en général, il y a toujours un parti majoritaire qui gouverne après les élections.
je ne parlerai pas des conditions dans lesquelles les élections se passent, les conditions dans lesquelles les gens se proclament élus ou pas, mais ils ont cette je dirais, cette facilité d'avoir une majorité qui les empêche d'avoir des accords. Sinon, si accord doit y avoir dans les partis politiques, ça doit reposer sur des principes de loyauté entre les partis. C'est ce qui gouverne principalement les accords entre les partis politiques, les accords déjà en matière contractuelle. S'il n'y a pas de loyauté, s'il n'y a pas de sincérité, généralement, l'accord ne reste pas très longtemps, il tient pas longtemps. Voilà, c'est ce que j'ai à dire pour le moment. Mon confrère peut compléter puisque on est ensemble dans le même domaine. Il y a peut-être des éléments que j'ai oubliés, mais c'est principalement cela que je veux dire aux gens. Il faut des accords il faut faire des accords quand on en a besoin. Et quand on n'en a pas besoin, il n'y a pas lieu de faire des accords. Merci. Maître Perrono, quelles sont les bases juridiques sur lesquelles les partis politiques doivent conclure des accords? Bon, il y a plusieurs façons d'aborder cette question et je vais rebondir tout de suite sur la dernière phrase de mon confrère qui vient de dire que lorsque l'on construit des accords, il faut identifier les raisons pour lesquelles on construit ces accords et quelles sont les personnes qui sont à la base de ces accords-là. Parce que généralement, dans nos démocraties imparfaites, parfois, en tout cas plus ou moins parfaites, africaines et dans d'autres pays afrodescendants, on a l'habitude de construire des accords politiques ou de passer des accords politiques, qu'il s'agisse d'accords qui interviennent entre partis au sein d'un régime parlementaire ou dans un autre type de régime, mais des accords qui ont pour but de capter la souveraineté du peuple et de le détourner pour le mettre aux mains de grands partis politiques ou de grandes plateformes politiques. Et généralement, les accords politiques, il faut faire attention à ces accords politiques-là dans la mesure où ce sont généralement, en tout cas, il s'est avéré à plusieurs reprises que des mécanismes qui permettent d'échapper à la souveraineté populaire. Et c'est une constante dans l'histoire des démocraties et des républiques, qu'il s'agisse d'ailleurs des républiques que l'on a retrouvées ici en France ou en Europe d'une manière générale ou en Afrique. Généralement, on va avoir un appareil politique qui est constitué de plusieurs partis politiques qui, au lieu de suivre le chemin qui est prévu par la loi ou le chemin qui est prévu par la Constitution, vont vouloir se prévaloir d'une situation exceptionnelle et vont dire on va faire un accord. Sauf que cet accord-là n'est jamais soumis généralement à la sanction populaire. Et généralement, ce sont des accords qui permettent d'échapper à la sanction populaire et d'échapper au pouvoir du peuple. Je prends l'exemple peut-être de ce qui se passe aujourd'hui en Haïti. Depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse, il y a eu plusieurs accords qui ont porté au pouvoir des personnalités diverses et variées. Et ces personnalités-là auraient pu se reposer sur le texte constitutionnel ou auraient pu trouver des solutions qui, même si elles ne sont pas conformes au texte constitutionnel, mais se rapprochent du texte constitutionnel, mais au lieu de cela, ils ont fait des accords politiques pour faire échapper le pouvoir de décision des mains du peuple. Donc, accords politiques, je ne suis pas opposé aux accords politiques, mais ce que je dis, c'est que les accords politiques doivent, d'une part, toujours se rapprocher de la solution constitutionnelle prévue et légale prévue, mais également ces accords politiques doivent toujours revenir au peuple. Lorsque la sanction populaire par voie référendaire est possible, peut-être soumettre ces accords-là lorsqu'on est dans une situation exceptionnelle à la sanction populaire, parce qu'il faut le rappeler, dans nos systèmes de démocratie représentative, le pouvoir originaire revient au peuple. Et sur ce point-là, moi, je suis très radical. Il faut toujours revenir au peuple. C'est-à-dire, même si on a un accord qui n'est pas conforme à la loi ou à la Constitution, il faut qu'après coup, on le soumette à la sanction populaire. Ça, ce sont ici, je parle des accords qui arrivent en situation exceptionnelle ou sur le texte constitutionnel lui-même ou sur les grands équilibres politiques, il faut faire des accords. Après, il y a des accords qui sont faits au sein même des parlements
entre partis politiques pour pouvoir dégager des majorités sur un sujet donné ou sur la gouvernance même du pays, lorsque, par exemple, dans un Parlement, vous n'avez pas de majorité stable au Parlement. Bon, à ce moment-là, je pense que les partis politiques sont beaucoup plus libres pour s'entendre, puisqu'il ne s'agit pas de se prononcer sur des questions constitutionnelles ou des questions qui vont engager les grandes orientations ou qui vont contourner ou qui vont déroger au texte constitutionnel. Ce sont des accords qui se font au sein d'un Parlement pour pouvoir, par exemple, désigner un Premier ministre ou désigner une politique de gouvernement parce qu'il n'y a pas de majorité stable au Parlement. Dans ce cadre-là, je pense que les partis politiques sont beaucoup plus libres, à mon humble avis, pour rédiger et passer des accords politiques. Vous avez déjà mis le pied dans le plat. Je vais revenir tout à l'heure à vous par rapport à la renégociation donc des accords politiques. Mais le constat est clair aujourd'hui. Lorsqu'on est à la veille des élections, certains partis politiques, quels que soient de l'opposition ou des gouvernants, concluent des accords avec d'autres pour faciliter la gouvernance. Est-ce qu'il y a une bonne manière de renégocier ces accords-là que les partis politiques font dans la plupart des cas, Maître Alexis? Oui, alors ces accords pour ce qui concerne certains pays comme le nôtre en Afrique, attention, généralement c'est des accords qui reposent sur des intérêts plutôt particuliers. En général, ce ne sont même pas des accords qui reflètent, comme le dit mon confrère tout à l'heure, la volonté du peuple, y compris même la volonté des militants des partis. Généralement, les gens, lorsqu'ils se trouvent soit en position post-électorale, soit quasiment en période électorale, ils cherchent à se rapprocher les uns des autres parce qu'il leur manque quelque chose, parce que soit ils n'ont pas les moyens financiers suffisants, soit ils n'ont pas suffisamment de militants, soit ils se sentent un peu seuls, donc ils ont besoin de faire des alliances pour pouvoir aller aux élections. Mais le problème qui se pose souvent, c'est que on ne fait pas des accords politiques comme cela. Un parti politique, il faut d'abord avoir une idéologie. Donc, quand vous n'avez pas la même idéologie que c'est la personne en face, vous ne pourrez pas faire des accords avec. Vous allez parler sur quoi et vous allez partir sur quelle base. Donc, si je prends le cas du Togo, en général, ce n'est même pas des histoires d'idéologie. C'est juste des alliances, soit par amitié, soit par des gens qui ont besoin de se mettre ensemble pour rassembler les finances nécessaires pour pouvoir faire leur campagne électorale. À partir du moment où vous partez sur cette base-là, qui n'est pas idéologique, qui ne repose pas sur vos programmes politiques, parce que un accord politique nécessite que vous entendez d'ailleurs sur vos programmes politiques. Je ne sais même pas si dans les pays africains, ils ont de réels programmes politiques. C'est pour cela que on assiste parfois à des accords qui ne sont pas de vrais accords, qui sont très circonstanciels et qui, quelques jours après, les gens vont se séparer parce que il n'y a pas de solidité, il n'y a pas de base. Donc, vous voyez, c'est pour cela qu'on ne peut pas, je l'ai dit, on ne peut pas conclure d'abord un accord avec n'importe qui, on ne peut pas faire ça n'importe comment. Et s'il n'y a pas de base solide sur lesquelles vous entendez pour conclure un accord, mais c'est voué à l'échec, et c'est ce qui arrive très souvent. Ce qui arrive très souvent dans nos pays. Même dans les accords, vous voyez, le Togo par exemple, les accords politiques qu'on a tenté de faire avec les gouvernements passés de Faure Gnassingbé ou avant son père, mais il y en a eu combien? Parce qu'ils appellent ça des discussions, des accords politiques. Il y en a eu au moins une vingtaine, mais les 20 n'ont jamais abouti. Ça n'a jamais abouti parce que on ne peut pas s'allier, on peut pas, la politique, c'est d'abord une idéologie, c'est l'art de faire quelque chose et surtout une manière de conduite un peu. C'est une vision. Mais si vous n'avez pas les mêmes visions, si vous n'avez pas au moins un socle commun, un minimum de socle commun, ce n'est même pas la peine. Ça ne marche jamais. Ça ne marchera jamais s'il n'y a pas ça.
Voilà, monsieur Beniga. Merci. Nous sommes également sur AfroWeb TV, www.afrowebtv.com. Si vous êtes en direct avec nous, chers amis téléspectateurs, nous recevons deux avocats émérites aujourd'hui dans cette émission. Vous pourrez nous appeler pour toutes les questions sur le +1 319 462 89 79 numéro à votre écran. Qu'est-ce qui constitue au fait la faiblesse de ces accords? Quand on prend le cas de la Côte d'Ivoire, où on voit à un certain moment des politiciens, par exemple Alassane Dramane Ouattara, qui fait un accord avec un des présidents des partis politiques qui nous a véritablement laissé aujourd'hui. Et puis, qu'est-ce qui fait, en fait, est-ce que c'est seulement le non-respect des tests juridiques qui constitue la faiblesse de ces accords, Maître Perrono? Ce n'est pas seulement le non-respect des textes juridiques. Ce qui fait la faiblesse des accords aussi, c'est comme le disait mon confrère, le manque de base, d'accord sur la vision. C'est-à-dire quand vous avez une certaine vision, la politique, c'est avoir une certaine vision de l'État et avoir une certaine vision de la société dans laquelle on veut vivre. Donc, quand vous avez cette vision de long terme et que vous faites un accord et que vous vous entendez sur des éléments de cette vision-là de long terme, à ce moment-là, cet accord a une chance de tenir. Mais si vous faites un accord uniquement pour partager le pouvoir, pour partager les postes, c'est un accord qui est basé uniquement sur les intérêts personnels, c'est-à-dire les petits intérêts mesquins de chacun. Donc, à partir de ce moment-là, une fois arrivé au pouvoir, ou une fois l'accord passé entre partis qui se partagent le pouvoir et qui sont au pouvoir, très rapidement, on peut se retrouver dans une situation où l'accord ne va pas être respecté. Et pourquoi l'accord ne va pas être respecté? Parce que les intérêts bougent, les intérêts changent en fonction de l'évolution du temps. Tandis qu'une grande vision que vous avez de l'État, si vous avez des éléments sur lesquels vous vous entendez pour dessiner la voie que votre pays doit emprunter, eh bien, Oui, allô, Maître, vous êtes avec nous? Oui, il y a un problème de Oui, il y a un petit problème. Il y a un petit problème de connexion. Je sais qu'on va revenir à lui Oui. tout à l'heure. Alors, Maître Oui. Alessis, qu'est-ce qui constitue la Je faiblesse continue. de ces... Oui, je Allez-y. continue. Ce que dit mon confrère est tout à fait vrai, parce que vous faites un accord de politique, voilà. Il est revenu. pardon? Allez-y, confrère. Je On ne vous écoute. entendais plus. Donc, si on Ah, ne tombe pas d'accord oui. sur cette conception d'une vision partagée sur le long terme, on peut être sûr que ce sont des accords de circonstances qui ne vont jamais aboutir à rien de sérieux ni de pérenne. Pardon. Alors, Maître Alessis, qu'est-ce qui peut garantir la bonne conclusion donc, de ces accords que les politiciens font aujourd'hui? Puisque vous êtes avocat, en votre qualité de conseiller juridique, d'avocat au barreau de Lille, que pourrez-vous conseiller pour garantir ces accords-là? Oui, alors vous savez, on a beau être avocat, les politiques ont leur manière de fonctionner qui n'a rien à voir avec nous les juristes. Donc on peut toujours leur donner des conseils, sauf que ils font généralement ce qu'ils veulent. Hein. Ça, vous savez, dans tous les pays, hein, il n'y a pas que dans nos pays. Vous conseillez quelqu'un, mais il n'est pas libre de suivre ce que vous dites. Si, alors pourquoi quel conseil peut-on donner à ces gens? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure déjà. C'est que faire des accords, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est même conseillé de s'allier. On dit souvent qu'il y en a mieux dans plusieurs têtes que dans une. Donc, si vous avez des gens avec qui vous avez une manière de concevoir votre société, ce que vous allez apporter pour votre peuple, si vous avez une certaine manière ou même un programme politique qui se ressemble, où vous retrouvez des éléments, par exemple, les gens prennent l'habitat, ben celui-là aussi en traite. Les gens prennent, par exemple, la santé, ben les autres en traitent la même chose. Vous voulez, dans votre programme, vous envisagez, par exemple, de construire des infrastructures routières, mais l'autre aussi en parle.
si vous retrouvez au moins, je veux dire, au moins la moitié ou un peu plus de la moitié d'éléments dans l'un ou dans l'autre programme, oui, vous pouvez envisager de vous mettre ensemble et de conclure un accord parce que ça vous rend plus solide. Maintenant, le problème qui arrive souvent, c'est que qui dit accord dit aussi ce que mon confrère vient d'évoquer, dit mais après, vous mélangez deux partis politiques, ce n'est plus la même chose. Alors, les gens vont commencer à ce moment-là se battre en disant je veux tel poste, je veux tel poste. À partir du moment où les intérêts commencent par diverger au niveau du partage du pouvoir, sachez qu'à un moment donné, il va avoir une difficulté. Mais ça, on ne peut pas le prévoir. On peut s'imaginer que ça va arriver, ça peut ne pas arriver, mais généralement ça arrive dans les accords. Donc, vous voyez, il n'y a pas de meilleur accord en politique. Moi, j'avais fait un peu la politique, donc il n'y a jamais de meilleur accord. Le meilleur accord, c'est de ne pas avoir d'accord. Oui, donc c'est ça le problème. Mais pour nos pays aujourd'hui, effectivement, moi j'aurais souhaité que les pays comme le Togo, par exemple, qu'il n'y ait pas une centaine de partis politiques, c'est un non-sens. Ça n'a pas de sens qu'on ait plus d'une centaine de partis politiques pour 8 millions d'habitants. Donc c'est là où il faut fédérer plutôt ces partis. Beaucoup de partis doivent être fédérés et là construire un programme commun et qui sera digne de ce nom et faire avancer un certain nombre de gens pour mettre en œuvre ce programme-là. C'est mieux que d'avoir des milliers ou des centaines de partis politiques qui, au final, même quand ils concluent des accords, n'aboutissent à rien. Ce n'est pas la meilleure méthode pour ma part. Merci. Ce n'est pas la meilleure méthode. Nous avons un téléspectateur en ligne. Téléspectateur, vous êtes sur Afro TV en direct. Bonjour, comment est-ce que vous allez? Philippe Abedoni depuis la Belgique. Oui. Et j'aimerais juste apporter une petite observation par rapport au thème qui est en train d'être débattu. Je crois qu'il faut, je passe sous le contrôle des deux avocats que vous avez sur le plateau, il faut distinguer, que ce soit en Afrique, que ce soit dans le monde entier, deux types d'accords. Lorsque on fait un accord pour gouverner ensemble, moi je suis en Belgique. Actuellement, le gouvernement fédéral comporte 7 partis politiques. Et ça fonctionne, s'il vous plaît. D'accord? Dans plusieurs pays, où surtout le régime est parlementaire, on ne peut pas faire sans les coalitions. Les coalitions fonctionnent sur la base des accords. Donc on sait que dans tous les pays, en Belgique, vous savez, dans le gouvernement, on l'appelle Vivaldi. Parce qu'il y a 4 tendances. Il y a les écolos, il y a les libéraux, il y a les socialistes. Certains diront comment ça fait pour marcher. Vous savez comment ça fait pour marcher? Et c'est là où j'aimerais chuter. Lorsque les partenaires, ou en tout cas, oui, ceux qui sont partis de l'accord, respectent leurs engagements, ça tient. Mais lorsque l'accord est signé, dans un but, je ne sais pas comment on le dit, dans un but de flouer le partenaire, ça ne fonctionne pas. Et c'est ce qu'on retrouve un peu partout. Même la guerre déclenchée par la Russie, c'est parce qu'à un moment donné, la Russie estime que l'accord qui a été pris par les pays de l'OTAN de ne pas pousser leurs frontières jusqu'à sa porte n'a pas été respecté. En Afrique, c'est encore pire. Au Togo, les accords sont pris. Donc, ce n'est même pas des accords pour gouverner ensemble. Je parle des accords qui sont pris parfois entre deux protagonistes, des belligérants qui, à la suite d'une crise politique, parfois sévère, mais l'un des partis aux accords sait pertinemment qu'il ne va pas exécuter ses engagements. Et ça fait que l'accord échoue. C'est le cas. J'espère qu'au Tchad, ce système Basra ne va pas être confronté à cela. J'espère que en Côte d'Ivoire, les échanges qui sont en train d'être menés entre Ouattara et, rappelez-moi son nom, l'homme du GPS, Guillaume Soro, ne vont pas aboutir au même phénomène parce que nous avons un personnel politique, surtout en Afrique, qui sont foncièrement de mauvaise foi. Ce sont des gens qui sont prêts à aucun compromis.
faudrait qu'on le dise. Mettons le doigt sur les mots MAUX qui minent la politique en Afrique. Merci. Merci de nous avoir appelé, Monsieur Ahmed Dodi. Alors, j'allais parler donc du Tchad. On voit Sucé Masra conclure des accords aussi avec le président Déby Itno. Alors, est-ce qu'il a un avenir avec cet accord-là, puisqu'il se présente lui aussi aux élections présidentielles et estime qu'il va gagner ces élections? Les gens se posent la question de savoir s'il n'a pas conclu des accords, par exemple, avec le président de la transition. Qu'en pensez-vous et quel pourrait être donc le déficit donc, de cet accord entre Sucé Masra et le président de la transition, Maître Perrono? Nous savons qu'il y a effectivement un soupçon qui est très partagé au sein du peuple tchadien, pensant que Sucé Masra aurait conclu un accord avec le président de la transition et que ces élections ne seraient qu'un simulacre d'élections. Mais en même temps aussi, nous savons qu'il y a un accord aussi qui est en cours et qui a été négocié par l'intermédiaire du président Tshisekedi et qui a permis aussi le retour de Sucé Masra et une sorte de réconciliation nationale qui est en marche. Sur ce type d'accord qui permet à un pays de sortir un peu d'une situation de crise, et nous savons aussi quelle est la dureté du régime tchadien depuis toujours, en tout cas depuis longtemps. Il faut savoir que je pense la garantie de ce type d'accord-là contre le manque de sincérité éventuelle ou contre la mauvaise foi éventuelle des acteurs ne peut être garantie en réalité que par le peuple. Et je reviens encore au peuple. Dans la mesure où on est en politique et on ne peut pas avoir une sanction juridique du non-respect d'un accord ou du manque de sincérité ou du manque de la mauvaise foi d'un acteur. Mais c'est au peuple tchadien de prendre ses responsabilités, c'est-à-dire de sanctionner soit aux élections ou aux prochaines élections si jamais l'accord n'aurait pas été respecté, c'est-à-dire aux prochaines échéances électorales. Je sais que ces échéances électorales seront lointaines puisque on va avoir les élections en mai. Et ensuite, une fois que celui qui aura été élu sera au pouvoir, si jamais il décide de ne pas poursuivre les accords qui ont été convenus, il faudra encore attendre les prochaines élections. Mais en même temps, il faut que le peuple n'oublie pas que au-delà du pouvoir qui est exercé par le peuple aux élections, il y a aussi ce droit fondamental qu'a tout peuple de résister à l'oppression. C'est-à-dire, je pense que à un moment donné dans nos démocraties, pour que cela fonctionne, pour ramener un peu nos responsables politiques à de meilleurs sentiments et à de meilleures valeurs, il faut que le peuple cesse d'abandonner tout le pouvoir de gouvernement à la classe politique. C'est-à-dire que le peuple ne se contente pas d'agiter son bulletin de vote tous les 5 ans, tous les 4 ans, tous les 3 ans, mais de participer à la vie politique activement au quotidien afin de garantir les promesses qui ont été faites et qui ne seraient pas tenues ou qu'on tenterait de ne pas tenir. Et en ce sens, moi, je suis pour un retour de la participation politique des citoyens, de la participation des citoyens à la vie quotidienne, à la vie politique quotidienne, et ce n'est que par ces sanctions politiques-là et par cette vigilance citoyenne que l'on pourra garantir les accords politiques qui sont passés et que l'on pourra garantir aussi et pousser nos acteurs politiques à revenir à de meilleurs sentiments et à de meilleures valeurs. Vous êtes sur Afro-Web TV avec Maître Perrono et Maître Alexis Iwou. Alors, Maître Alexis, que faire dans ces cas précis? Donc, les termes de l'accord ne sont pas respectés, puisque la plupart du temps, c'est à la veille des élections. Et lorsqu'on retrouve, par exemple, ces répercussions sur les résultats des élections, il y a des contestations par ici et des fraudes par là. Que faire? Oui, avant de répondre à votre question, j'aimerais revenir sur l'intervention de l'auditeur tout à l'heure.
J'ai cru comprendre qu'il disait que l'alliance et les accords fonctionnent très bien en Belgique. Je ne suis pas si sûr. Je suis pas si sûr que ça fonctionne très bien parce que la Belgique est restée, je crois, dans les années 2017 ou avant, 2 ans sans avoir de gouvernement. Hein. 2 ans. Parce qu'il y avait une difficulté de trouver des alliances pour pouvoir constituer un gouvernement. Donc, ce n'est pas toujours si facile que cela. Certes, on peut, quand les gens s'entendent, c'est ce qu'on a dit, quand les gens s'entendent, quand on trouve des points communs, ça marche. Mais quand il n'y a pas de points communs, c'est hyper difficile de se rassembler, de trouver un mode de fonctionnement de gouvernance. Quant à ce qui concerne la situation du Tchad, moi, l'accord éventuellement dont on parle entre Déby et Succès Masra, pour moi, si accord il y a, c'est un accord de dupes, tout simplement. C'est un accord de dupes. Je ne vois pas Succès Masra, même s'il se dit candidat, aller vraiment à l'encontre de Déby. On ne peut pas. Les conditions dans lesquelles ce monsieur a été nommé Premier ministre ne me permettent pas d'imaginer un seul instant qu'il est devenu quelqu'un en opposition à son président. Non, donc c'est ce genre de jeu-là que nous n'aimons pas. Quand je veux dire, c'est nous les Africains qui avons une certaine capacité d'analyse et de connaissance. On n'aime pas ça parce que on croit tromper le peuple. Et comme le dit mon confrère, on oublie que c'est le peuple qui est détenteur du pouvoir. Et ce n'est pas ces politiques-là. Donc, je crois que arriver à trouver un accord entre des gens qui ne sont pas d'accord, c'est impossible. En Côte d'Ivoire, ce sera exactement pareil. Hein. Pour ma part, il y aura des difficultés parce qu'aujourd'hui, les hostilités n'ont pas commencé. Et dès que ça va commencer, vous verrez très bien que les points vont diverger. Les gens vont, chacun va essayer de tirer le drap de son côté. Et ça ne marchera pas. Nous n'avons pas cette culture de partager le pouvoir facilement, surtout en Afrique. Donc, je ne crois pas du tout. Et c'est pour cela que je dis, ce n'est pas que je refuse que les gens fassent des accords. Je préfère que les gens aient leurs assises, leurs bases sur le peuple, qu'on compte sur le peuple et qu'on fasse, comme l'a dit mon confrère, participer plus le peuple à l'exercice du pouvoir, c'est-à-dire à s'impliquer dans la vie politique au quotidien, plutôt que de faire des petites chambrettes entre amis ou entre politiques, tout en sachant très bien qu'on est en train de duper les autres. Donc voilà, moi je ne suis pas très partisan des alliances de ce genre, et c'est pour cela d'ailleurs que je suis contre les régimes parlementaires, parce que les régimes parlementaires sont plutôt source de crise. Même si au Togo, Nassau nous a vendu le contraire, c'est que les gens sont totalement de mauvaise foi. Totalement de mauvaise foi. On sait très bien que dans un régime parlementaire, on aura des crises politiques qui seront difficiles à résoudre si on ne trouve pas des alliances cohérentes. Il suffit pas seulement de trouver des alliances, il faut trouver des alliances cohérentes. Et si on ne les trouve pas, mais on sera dans une situation de crise. C'est toujours cela. Donc voilà, moi trouver des accords entre les gens, oui, quand c'est vraiment nécessaire, quand c'est indispensable, quand on ne peut pas faire autre chose. Et là, oui, on peut aller sur cette voie-là. Merci. Maître Perron, nous sommes pratiquement à la fin donc de cette première partie de notre émission, puisque nous savons que vous avez beaucoup à dire, vous avez déjà planté les décors sur le second sujet. Alors, que pouvons-nous retenir sur les dessous de ces accords et les enjeux des élections? Conclusion pour cette première partie. Ce qu'il faut retenir, c'est que les enjeux des élections, c'est avant tout l'avenir du peuple. Qu'il s'agisse d'ailleurs du Tchad, qu'il s'agisse de la Côte d'Ivoire ou qu'il s'agisse de tout autre pays en Afrique et ailleurs dans le monde. Il ne faut jamais oublier que l'objectif final, c'est le peuple. Et ces élections-là, leur enjeu, c'est le développement du Tchad dans l'intérêt du peuple tchadien. Et en ce sens, si un accord devait être trouvé entre des parties prenantes
ou des acteurs de la classe politique, il faut que cela se fasse sur la base de vision partagée de long terme sur les grandes orientations qui vont pouvoir permettre à ce pays de dégager de nouvelles voies vers le développement. Il y a des problèmes en matière de sécurité au Tchad, il y a des problèmes en matière d'accès à certaines ressources basiques au Tchad. Le Tchad, c'est l'un des pays où l'indice de développement humain est le moins élevé. Et donc, il faut savoir que les enjeux des élections, c'est avant tout ça. Après, il y a un contexte international aussi. Il y a des enjeux géostratégiques aussi qu'il ne faut pas perdre de vue. Et tout accord politique doit se faire sur la base d'une grande vision partagée entre les acteurs. Et encore une fois, je le dis, il faut que le peuple prenne ses responsabilités. Parce que personne ne viendra défendre les intérêts du peuple à la place du peuple. Et le peuple a deux armes pour prendre ses responsabilités. D'abord, la résistance à l'oppression, qui doit s'exercer, s'inscrire dans un exercice, dans une participation du pouvoir au quotidien, et l'exercice du droit de vote, et la vigilance aussi politique par rapport à la transparence des élections pour qu'on ne vole pas au peuple son pouvoir de décision et son pouvoir de choisir. Merci, Maître Perronon. Maître Alexis Iwo, votre conclusion pour cette première partie. Oui, non, je crois que mon confrère a tout dit à ce niveau-là. C'est vrai que aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est que les peuples s'impliquent un peu plus dans la gestion de l'État et que on ne s'imagine pas que les gens vont venir de quelque part pour les libérer de quoi que ce soit. Il y a tellement d'enjeux économiques, sociaux, politiques, structurels dans nos pays, qu'on ne peut pas laisser nos pays à quelques têtes, je dirais parfois des têtes brûlées. Il faut faire tout et n'importe quoi. C'est quand on assiste à certains comportements dans certains pays africains. C'est dommage de voir que on laisse entre les mains de quelques personnes la direction du pays et qui se comportent parfois comme des gens qui vivent dans un pays étranger. Enfin, ils sont totalement étrangers à ce qui se passe dans leur pays. Vous savez, là, rien ne va se construire sans une cohésion nationale, sans une cohésion sociale, sans que tout le monde soit concerné, impliqué dans ce que nous avons appelé la vision d'une nation. C'est tant qu'on ne fera pas ça, mais on restera toujours à l'état où nous sommes aujourd'hui. Et puis vous aurez toujours ceux qui ont des velléités de conserver le pouvoir, de se dire nous sommes des dirigeants. C'est tout. Leur rôle, c'est nous sommes les dirigeants du pays. Pour un point trait. Le reste, ils savent pas. Ils peuvent pas. Ça ne les intéresse même pas de savoir pourquoi ils le sont. Et ça, c'est le problème dans l'Afrique en général. Il faut changer tout ça. Si les gens sont éveillés aujourd'hui à cette cause, eh bien, tant mieux. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut y aller. Merci. C'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Nous irons dans un autre sens pour faire la pause et revenir pour parler d'un régime parlementaire, surtout des défis et des inconvénients, et surtout attaquer le cas d'espèce du Togo qui intéresse beaucoup les téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui. Restez toujours des nôtres. On revient dans 40 secondes. Chaque semaine, la rédaction d'Afro Web TV